Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous encore une fois sur notre podcast Bris d'égalité. Aujourd'hui, Séverine, on fait un retour sur la saison 2024. Ça va être assez festif. Oui, quelle saison, honnêtement. Puis bon, vous le voyez, hein, on a plein de notes. Alors, on va essayer de passer à travers cette année 2024 qui se termine bientôt. Mais quelle saison. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on doit faire, Marie-Ève? Ben, tu sais, vu que, comme je disais que c'était festif, hein, un petit verre de champagne pour célébrer la fin de cette année, de cette saison 2024. On a vu beaucoup de tennis, beaucoup de bons matchs. Donc, on a plein de choses à discuter avec vous. Donc, cheers à cette saison. Ben oui, encore. Cheers à cette saison. Puis merci de nous écouter, nous regarder. Merci à Marie-Ève pour ma patience. Sa patience, c'est ça. Alors, Marie-Ève, on a une grosse saison 2024. Effectivement. Prix de l'ATP, il y en a eu beaucoup, ça sort encore, mais on va passer à travers un petit peu là, la saison puis les prix que l'ATP a donnés. Oui, exactement. Donc, pour commencer, le prix, le favori des amateurs cette année, Yannick Sinner, l'Italien qui finit premier au monde, qui a gagné ce titre. Donc, évidemment, les partisans qui adorent Yannick Sinner, qu'on a vu cette année, qui a gagné l'Australie, US Open, le Masters de fin d'année, la Coupe Davis. Il n'a presque pas perdu, donc normal, je pense qu'il remporte ce prix. Oui, tout à fait normal. Grosse saison pour Sinner. Et on enchaîne par le deuxième prix. Oui, prix humanitaire Arthur Ashe. C'est un prix que j'aime bien, qui a été décerné à Dominic Thiem, l'Autrichien, qui a annoncé sa retraite cette année, qui est super impliqué avec sa fondation qui, pour la planète, justement, surtout avec les bouteilles d'eau sur les tournois ATP, là, a fait vraiment un impact important. Exactement. Et là, on s'en va pour l'équipe de double. Hein. Il y a eu, on en a parlé, je trouve que cette année, on a parlé énormément de double. C'est vrai. Ça ne fait pas l'exception. Le double de l'année, Bolelli et Vavassori, qui ont quand même fait de très bons résultats cette année. Je pense, Marie-Ève, hein, on avait noté qu'ils ont gagné jusqu'à 3 ou 4 tournois, fait des demi-finales de Grand Chelem. Finaliste à Roland-Garros et en Australie, Bolelli, Vavassori, qui était l'équipe de double pour l'équipe italienne aussi en Coupe Davis. Donc, à suivre, ils font la paire tout au long de l'année. Donc, c'est super de leur décerner ce prix. Alors que le prochain prix, je te laisse l'annoncer. Oui, retour de l'année, on l'aime bien honnêtement, il faut lui donner Berrettini. Il a été blessé, il a été absent pour une grande partie de la saison, puis avec son retour, on s'est dit il va prendre du temps, mais non, gagne 4 tournois, dont la Coupe Davis, quand même, où il a joué des grands matchs, des matchs importants. Oui, puis l'année passée, il était dans les estrades pour la Coupe Davis, voir l'équipe, les Italiens l'emporter, puis de cette année, d'aller chercher des points en simple super importants là, en tant que joueur numéro 2. C'était le fun, c'était émouvant de le voir dans ses entrevues d'après-match. Oui, exactement. Ensuite, on y va pour le joueur le plus amélioré sur le circuit ATP, qui a été décerné à Giovanni Pecci-Péricard, le Français qui fait parler de lui beaucoup cette année avec son service, surtout sa deuxième balle qui est aussi forte que sa première balle. Donc, lui sera à surveiller. C'est le joueur le plus amélioré de la saison 2024 sur le circuit ATP. À 6 pieds 7, ça rentre. 6 pieds 7, puis honnêtement, s'il y avait une catégorie, un joueur à regarder pour 2025, je lui donne aussi parce que ça va être quelque chose. Tu as raison. Écoute, 82 % des points gagnés quand sa première balle est en jeu. Pas facile à briser. Ensuite, on enchaîne avec le nouveau joueur, un joueur de 19 ans, Jacob Mensik, qui a remporté ce titre de joueur qui arrive sur le circuit ATP. Il a remporté les championnats de Next Gen. Oui. Puis vraiment, d'ailleurs, battu Félix, je pense, au US Open cette année. C'est un joueur rempli de talent qui va continuer de monter au classement, j'en suis certaine. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Puis écoutez, 19 ans, là, on n'a pas vu ça beaucoup et on le voit tranquillement monter, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini de le voir, effectivement. C'est sûr. Et dernier prix pour le circuit ATP, je te laisse l'annoncer. Ben oui, écoute, entraîneur de l'année qui
qui aurait cru qu'on avait Taylor qui allait. Et là, je ne dirais pas parce que Marie-Ève me regarde en passant. Elle attend que je dise Taylor Swift. Non, ça n'arrivera pas. Ça m'est juste arrivé quelques fois. Toi aussi, tout le C'est monde, je pense. exact. Mais on va y aller avec Taylor Fritz. Je sais que tout le monde est déçu à la maison. Taylor Swift a fini sa tournée, mais on va rester dans le tennis. L'entraîneur de l'année, Michael Russell, qui est son entraîneur, 4e au monde, Mhm. Taylor Fritz. Honnêtement, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça du côté des États-Unis. C'est vrai. Écoute, Michael Russell, qui était un joueur ATP, c'est un joueur qui travaillait très fort, intelligent sur le terrain. Puis je pense que c'est sa manière à lui qui l'entraîne, qui transmet ses connaissances, puis il amène une certaine discipline, je pense, chez Taylor Fritz, qui lui permet d'être plus constant cette année, l'Américain, qui est monté jusqu'à la 4e place quand même. Oui, exactement. Alors, écoutez, ça, c'est les prix pour l'ATP. Et, ben oui, on enchaîne avec ceux de la WTA maintenant. Oui, la WTA, ben, la favorite des amateurs de tennis, sans surprise, selon moi, c'est Arina Sabalenka, qui a été éclatante pour débuter l'année en Australie, championne à Melbourne. Ensuite, sur dur, elle a enchaîné avec Cincinnati, US Open, enchaîne également un autre Masters 1000. C'est une joueuse qui est impressionnante avec son style de jeu, sa qualité de jeu, mais sa personnalité aussi. Donc, normal pour moi qu'elle remporte ce titre. Oui, tout à fait. Un mot pour moi pour la décrire. Constance, cette année, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça qu'elle est au numéro 1 mondial. Oui, parce que 2 demi-finales aussi dans les autres grands chelems. Donc, elle a été performante dans les gros tournois. Ensuite, l'équipe de double cette année sur le circuit WTA, bien, ça a été attribué à une autre équipe italienne, Sara Errani et Jasmine Paolini, qu'on a vraiment découvert cette année. Paolini, Sara Errani, c'est incroyable pour moi qu'elle revienne en force comme ça, en double, en simple aussi. Mais c'est une joueuse contre qui j'ai déjà joué à quelques reprises, qui n'était pas impressionnante avec son style de jeu, son service. On se rappelle de son service qui... Tu sais, c'est la seule paire que je connaisse là, que quand elle est au service, Paolini est en arrière, elle n'est pas au Oui. filet. Donc, impressionnant tout ce qu'elles accomplissent ensemble. Médaille d'or, comme on le voit sur cette photo. Puis voilà, équipe pour la Coupe Billie Jean King aussi qu'elles ont remportée. Oui, bien mérité, Paolini, quelle saison, mais effectivement, toute une équipe de double. Et puis là, on va enchaîner avec aussi l'esprit sportif. Mhm. Et c'est drôle parce qu'on parle tout le temps de Ons Jabeur. Moi, j'en parle souvent parce que c'est pas une joueuse, pour moi, quand je la regarde jouer, elle varie beaucoup, mais je n'ai pas accroché encore à son style de tennis. Mais je dois dire que tout ce que j'entends sur cette joueuse-là hors terrain ben, reflète ce qu'elle a remporté cette année. Le prix, évidemment, de l'athlète, de l'esprit sportif. Ouais, Elle est aimée par tout le monde. c'est Elle vrai. est hyper accessible. Elle est Souriante. accessible en tournoi, souriante. Oui, c'est une compétitrice, mais en Blessée tout cette cas, année, on ne l'a pas vu, là, la deuxième exact. partie de l'année surtout, là, mais je pense qu'on attend son retour parce que toutes les joueuses l'apprécient. On l'a vu au championnat de fin de saison. Donc, oui, je pense que ça doit être dur pour elle d'être loin des terrains, mais on a hâte de la retrouver sur le circuit. Oui, exactement. Bien mérité pour elle. Et là, si on enchaîne avec l'entraîneur de l'année. On vous parlait de Paolini. Ben oui, l'entraîneur de Paolini qui est Renzo Furlan, qui sera l'entraîneur de l'année C'est une belle cette histoire. année. Une belle histoire, Marie-Ève, hein? Je pense Ça fait que longtemps qu'il l'entraîne. Paolini qui est rendu à 28 ans, je crois, maintenant, ou 26 ou 28, je me mélange, mais ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit. Écoute, finaliste à Roland-Garros, Wimbledon. Elle monte jusqu'à la 4e place au monde, en double ouais. aussi. Championne en Coupe Billie Jean King. Donc, bien accompagnée, un bon travail. Renzo Furlan, qui est aussi un ancien joueur ATP. Donc, excellent travail d'équipe. Je pense une belle relation de ce que je vois, moi, tout au long de l'année. Oui, puis j'aime ce que tu dis, Marie-Ève, c'est l'aspect relationnel. C'est rare qu'on voit ces entraîneurs qui sont dans la longévité, qui Exact. sont là et qui grandissent aussi, qui se développent avec les athlètes. Et je pense que Furlan est un bel exemple. Ouais. Là, on va changer de registre. On a parlé OK. de l'ATP, on a parlé de la WTA. Pas mal tout le monde là, a son idée sur les joueurs et joueuses de différents sports. Mais on a une athlète, on va l'appeler l'athlète de l'année, Mhm. qui a été nommée par le Times Magazine, qui est Caitlin Clark. Marie-Ève, Caitlin Clark, qui a été repêchée dans la WNBA, une joueuse qui est arrivée et on avait de grandes attentes.
et avec raison. Elle a changé le sport C'est vrai. sur le plan commanditaire. Ça le comble partout où elle va, partout où elle est allée. Les marchandises, écoutez, elle a battu des records et il faut le dire. Mhm. Oui, la WNBA a battu des records grâce à Caitlin Clark. Je pense, tu me diras ce que tu en penses, tu as peut-être d'autres noms, là, mais si je pense à des athlètes qui ont changé leur sport comme ça, je pense à une Serena Ben oui, Williams, je complètement. pense à Tiger Woods au golf, je pense à Michael Jordan aussi peut-être au basket, et Caitlin Clark, elle est en train de faire exactement la même chose avec la WNBA. Oui, elle va au-delà de son sport. Parce que même moi qui ne regarde pas énormément de basket, tu sais, tout le monde, je pense, qui a entendu parler de Caitlin Clark cette année, puis elle va faire changer les choses, je pense, pour le basketball féminin, mais tout le sport féminin, je pense aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, Puis il y a c'est- vraiment un élan qui est donné pour le sport féminin. puis elle semble être un très bon modèle. Donc, vraiment cool. Oui, alors, si on voulait parler de Caitlin Clark aujourd'hui, mais là, revenons au tennis, revenons à nos Canadiens. Amplement mérité, Marie-Ève, les athlètes masculins et féminins de l'année ont été dévoilés la semaine dernière. Oui, Tennis Canada a dévoilé les prix. On a donné l'athlète de l'année à Gabriela Dabrowski, qui est montée jusqu'au troisième rang en double, championne de championnat de fin de saison cette Oui, année avec Erin Woodcliffe. Puis évidemment, médaillée de bronze en double mixte avec Félix à Paris cet été. Donc, amplement mérité pour Gabriela Dabrowski qui performe tellement bien. Elle a été blessée en plus pendant une partie de la saison cette année, mais elle reste une joueuse de double redoutable. Donc, très fière de mon ancienne partenaire de double que j'ai vu arriver sur le circuit. Elle a toujours été remplie de talent, mais maintenant, c'est vraiment la constance puis le mental qui se sont ajoutés à toutes ses qualités sur le terrain. ouais, puis il ne faut pas négliger, hein, faut pas négliger une médaille olympique, il Mais ne faut non, pas négliger, écoutez, en enchaînement, Coupe Davis, Coupe Billie Jean King pour le Canada, on rajoute cette médaille-là à Paris, quand même exceptionnelle. Et moi, je suis contente de voir qu'on parle de joueuse de l'année et qu'on n'identifie pas si c'est en simple ou en double. Elle est la joueuse canadienne de l'année d'Abrowski. c'est vrai. Et honnêtement, c'est amplement mérité. On a reçu, d'ailleurs, allez voir si vous n'avez pas vu l'émission avec Félix Auger-Aliassime, il en parle vraiment avec émotion de sa médaille. Vraiment. C'était pour lui l'événement de son année. Il a pardon, rajouter une médaille en simple. Mhm. Malheureusement, il a terminé quatrième, mais les Jeux olympiques de Paris là, ont été vraiment très bien pour Félix cette année. Oui, pour Félix, pour revenir un peu sur son année, ce n'est pas sa meilleure année sur le circuit ATP, comme il l'a lui-même dit. Par contre, il reste le joueur le mieux classé, le joueur masculin le mieux classé en simple et en double. Il termine l'année 29e. Exact. Donc, il a bien hâte de repartir l'année prochaine pour une saison encore meilleure, il espère. Et c'est toujours fou hein, de dire qu'on n'a pas eu une bonne année et on finit Incroyable. 29e. C'est C'est quand même. ça. J'ai hâte de voir quand il va avoir une bonne année ce qui va arriver avec Félix. Mais il y a sa finale à Madrid qui a été. Exact. Il était pas loin d'aller chercher son premier titre Masters 1000, mais ça lui a échappé là, de peu. Oui, alors on espère une bonne saison 2025. Et là, ben là, on n'a pas fait exception. Écoutez, vous êtes au podcast Bris d'égalité. On doit donner nos prix aussi, nos prix Bris d'égalité. On a fait quelques catégories hein, on pensait que c'était intéressant à vous dire de notre côté qu'est-ce qu'on allait penser dans nos prix, à qui on allait les donner cette année. Puis, ben, le premier prix qu'on va donner, le prix Bris d'égalité, c'est le prix le plus colérique. Bon, c'était pas difficile à aller choisir pour celui-là, malheureusement. André Roublev, que j'ai vu beaucoup cette année s'énerver sur le terrain, surtout en début de saison, crier, lancer sa raquette, mais surtout se frapper le genou, la cuisse à quelques reprises. Cet été à Montréal, c'était vraiment touchant en conférence de presse qu'il a dit écoute, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mon mental, je dois rester plus calme. Puis il avait l'air plus zen par moment, plus à se pardonner un petit peu plus sur le terrain. Malheureusement, en fin de saison, là, après l'US Open, ça a reparti de plus belle pour lui à quelques reprises. Donc, ça reste le joueur qui, pour moi, le plus d'écart sur le terrain et le plus dur même à regarder. C'est triste pour moi de le voir avoir aussi mal quand ça se passe mal pour lui sur le terrain. Bien, c'est ce que j'allais dire. Plus colérique, oui, mais en même temps,
ça fait souffrir intérieurement quand on regarde ça. On a fait récemment, il a joué le tournoi UTS et Mm. même sur le banc, il faisait de la respiration. Tu sentais qu'il y avait une genre de méditation pour qu'il se calme. Ouais. Je vous confirme que ça a plus ou moins fonctionné. Et Marat Safin a essayé, il dit appelle-moi, écoute, ça m'est déjà Ben arrivé, je oui. vais t'aider, mais il dit il n'est pas prêt à recevoir encore, à discuter de ça ou à travailler là-dessus. Donc, Exactement. Alors, un travail à faire parce qu'il y a tellement de talent, il y a tellement de choses qu'il peut faire sur le terrain, mais on sent que mentalement, là, il va vraiment falloir qu'il travaille là-dessus pour lui, pour sa santé à lui. La base, c'est ça. Donc, le prochain, coup de cœur, non? C'est ça? c'est notre coup de... Ben, je vais dire, oui, c'est notre coup de cœur. Je OK. pense que tu étais d'accord aussi. Le coup de cœur de l'année, ben, pour moi, ça a été Sabalenka. C'était cute, là. Avec, je l'appelle la mini-mi, mais c'est la mini Sabalenka. C'était tellement beau à voir, tellement cute. Petite fille qui est dans les estrades, c'était au US Open. Elle a le tatou sur le bras du tigre. Sabalenka la voit. Elle avait un petit Habillé tigre en pareil toutou. aussi, Mais là. oui, exact. Même kit. Habillée pareil, vous le voyez à l'écran. C'était incroyable. Quel Puis rêve pour la petite fille. la petite fille, elle va s'en souvenir toute sa vie, mais c'est de voir Sabalenka. C'est sa réaction. Elle la voit pendant le match, elle finit le match, elle va la voir, elle la prend en photo. Je pense que là, il y a une association pour la vie avec cette petite fille-là. Alors, coup de cœur de l'année, ben, c'est cette situation US Open qui est arrivée, qui était très cute avec la petite jeune, la petite mini Sabalenka. Je pense que ça va être drôle de la voir vieillir sa fan à chaque année au US Open, d'aller la voir assister à ses matchs. C'est vrai. Prochain, on a fait une catégorie spéciale du pire appel de l'année sur le circuit. Et évidemment, c'est l'appel durant le match de Félix Auger-Aliassime face à Jack Draper. Pour ceux qui se rappellent, c'était sur une balle de match à Cincinnati. Oui, c'est ça. Exact. Puis, en fait, Draper monte au filet, a une balle, une volée dans les pieds. Puis, la balle touche sa raquette, touche le sol avant de repartir de l'autre côté, mais l'arbitre ne le voit pas. Donc, on accorde le point à Draper et le match, étant donné que c'était balle de match. Félix en revient pas, a super bien réagi. D'ailleurs, s'il y a un prix fair play ou en tout cas Oui. être capable de bien gérer des moments importants, on peut le donner à Félix là-dessus. Draper, il dit « J'ai pas senti, je ne suis pas certain, je pense que je l'ai eu ». Donc, on accorde le point, le match à Draper. Et par la suite, le nombre de vidéos qu'on a vues d'images comme celle-ci qu'on vous montre, où on voit que ça, c'est après avoir touché la raquette, Exact. la balle à sa raquette, la balle touche le sol avant de repartir l'autre côté. Et ce que j'ai apprécié, par contre, c'est Jack Draper qui est revenu sur les réseaux sociaux et dit écoutez, j'ai vu la vidéo, l'image, c'est clair que ma balle avait touché, mais sur le coup, je ne l'ai pas senti, désolé. Mais il y a quand même eu une cassure parce qu'après, Jack Draper, là, il a connu une fin de saison incroyable. Il a super bien joué, alors que pour Félix, ça s'est moins bien passé. Oui, exactement. Écoutez, ça arrive, mais moi, ce que j'apprends de positif de cette situation-là, c'est, comme tu dis, Marie-Ève, la réaction de Félix qui a été extraordinaire. Et deux, c'est le fait que ben, ça va changer les règlements. Parce que le règlement, c'est qu'on ne peut pas aller à l'appel. Et là, il y a des discussions, il y a Bien, des il y a déjà changements eu qui se font. au championnat Exactement. de fin de saison à Riyad, ça n'a jamais été utilisé, mais les joueurs avaient droit, je pense que ça s'appelait une vidéo 360, mais d'aller voir la vidéo pour voir s'il y avait eu un double rebond, par exemple. Oui, alors, bon, au moins, il y a la partie positive, malgré que ça n'a pas été très facile pour Félix par la suite. Bon, on vous parle, on a tout le temps un petit segment, une fois de temps en temps, de fashion, et il fallait bien qu'on ramène. Bon, on aurait pu dire les plus beaux kits de l'année, mais Tu as oublié les favoris en premier, je pense. j'avais tellement hâte C'est d'aller ça. au kit, mais c'est vrai, on va avant ça parler de nos favoris à nous. Alors, Ouais. Marie-Ève, toi, qui tu as choisi? Si ma mémoire est bonne, j'ai choisi, oui, c'est ça, Matteo Berrettini et Jasmine Paolini, deux joueurs italiens qui se sont démarqués pour moi cette année. Bien, le retour de Berrettini, je suis vraiment contente pour lui. Comme on le disait, c'est 3 titres ATP, la Coupe Davis en fin de saison. Puis, c'est un joueur attachant que j'aime bien. Alors que Jasmine Paolini, j'ai adoré la suivre tout au long de l'année. Je pense que ça a commencé, c'est Dubaï ou Doha qu'elle a remporté. C'était incroyable.
elle n'est pas grande, souriante, une énergie Souris tout le temps. contagieuse. Elle est fun à regarder, puis de la voir comme ça s'assumer son nouveau niveau de jeu qu'elle est capable d'avoir sur le circuit de WTA, puis en tant que leader aussi de l'équipe de Coupe Billie Jean King en fin de saison. Donc, pour moi, c'est la révélation de l'année, puis un beau retour pour Berrettini. Oui, des très bons choix, je pense que tu as fait, Marie-Ève. Moi, de mon côté, bon, les gens qui me connaissent, je ne pouvais pas contourner Sabalenka. J'adore Sabalenka sur qu'est-ce qu'elle représente comme joueuse de tennis. J'adore Sabalenka à l'extérieur du terrain. Elle amène vraiment une fraîcheur au tennis. Elle enlève cette perspective qu'on ne peut pas avoir du plaisir quand on est en tournée. Elle fait des vidéos avec son équipe. Elle fait des vidéos à l'extérieur. Moi, j'adore ça. Mm. Et au niveau joueuse, cette année, bien, écoutez, elle finit numéro 1. Je le disais tout à l'heure, elle a été hyper constante dans son tennis. Et pour moi, c'est la joueuse. C'est mon choix cette année. Très bon choix. Et au niveau des hommes, bien, mon choix, c'est Alex de Minaur. Alex de Minaur, première fois Ça, je t'avoue, qu'il est... j'étais surprise. Oui, mais de Minaur, c'est drôle parce qu'il y a un style de jeu. Hein, il passe de la défensive à l'offensive, contre-attaque super bien, des bonnes performances cette année, constantes, mais pas extraordinaires. Et j'ai appris ce joueur-là en regardant le UTS. Ben oui. Parce qu'il y a comme une énergie complètement différente dans cette formule UTS-là. Agréable, souriant, compétitif, mais il a une personnalité attachante et moi, c'est ce que je retiens de de Minaur au-delà de son niveau de jeu cette année. C'est mon choix au niveau de l'ATP, au niveau des hommes, Alex de Minaur. Tous les goûts sont dans la nature. Exact. Donc là, on va y aller, on n'a pas le choix. Là, Ouais. là on est dans la catégorie... On a été obligé de créer une catégorie, Ouais. là. La catégorie 40 Love, parce que c'est tellement... Oh non, avant Ben ça! oui, avant. Là, on part trop vite, on a trop hâte. Trop Mais hâte, là, on chacun. avait hâte de vous présenter la catégorie des kits, pas nécessairement les plus beaux. Hein? On ne dira pas Ouais. les plus laids, mais Ben, pas qui les se plus beaux. sont démarqués, mais pas de la bonne manière. Donc, on se rappelle de Francis Tiafoe en début d'année. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Moi, pas sûr. Déjà, je préfère les manches au tennis. Ça, c'est mon premier truc. Ouais. Deuxièmement, les couleurs, ça va. Ben, rouge et mauve, des fois comme bon particulier, mais c'est le design pour moi qui ça va pas là. Mais écoute, c'est le design. Il ne faut pas nécessairement avoir pris un verre quand tu regardes son match parce que honnêtement, c'est assez particulier. Je suis d'accord avec toi. Il y a une tendance là, chez les gars hein, avec Kyrgios. On a vu Zverev aussi. On a vu Alcaraz commencer à porter du pas de manche. Je suis entre les deux. OK, Moi, t'as le droit. oui, mais en même temps, non. Là, dans ce cas-ci, c'est non. OK. Et bon, et c'est drôle, je trouve ça toujours drôle quand le short fit avec le top. Alors, du côté de Tiafoe, il y a un peu de travail à faire pour Dites-nous, 2025. vous, ce que vous en pensez. Hein, si ça vous tente, peut-être que, bon, vous allez nous faire changer d'idée. Chez les femmes, elle reste quand même dans sa catégorie. Yelena Ostapenko, qui fait sa propre ligne de vêtements. OK, tout d'abord, là, je veux dire que sa ligne est tellement mieux qu'elle était il y a 2-3 ans. Là. C'est fou comment maintenant... Je peux même pas dire que j'aime, que c'est pas beau, mais bon, elle reste quand même que dans plusieurs de ses choix qu'elle fait elle-même, c'est assez particulier. Oui, bien, si on regarde le progrès, si on veut être vraiment positive, effectivement, on est parti vraiment de la formule parasol, hein, large, à quelque chose de plus tennis. En fait, ce qu'on voulait mettre en valeur, c'est dire c'est intéressant de suivre les habits d'Ostapenko tout au long de la vie. Exactement. C'est ça qu'il faut Donc, retenir. cette année, c'est mieux, mais il y a encore un peu de travail à faire. Ouais, Ce ça- qu'on a à dire, c'est que sur Ostapenko et sur Tiafoe, s'il vous plaît, 2025, Australian Open, il fait chaud, on le sait, mais allez-y pour des couleurs que vraiment, là, on va apprécier à regarder. Hein? Exact. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, là, c'est le moment. Là. C'est là. Ah, OK. Là, on n'a Donc, pas le choix. La nouvelle catégorie de notre Mais- émission, Oui, mais... Hein? c'est ça. On va commencer par le couple de l'année. Toi, tu es tombé sous le charme d'un couple en particulier à l'UTS avec ton Alex de Minaur et Katie Boulter. Donc, je te laisse en parler. Bon, là, premièrement, parlons qu'il y a plein de couples là, qui se sont formés. Hein? Tsitsipas, Badosan, on disait que ça n'allait pas durer. Sinner, Kalinskaya, il y a eu beaucoup de doutes là, Oui. pendant un moment. Là, pas qu'on est Bon. là-dedans, mais sur les réseaux sociaux, ça jasait beaucoup. Mais Sinner est allé à Miami pour l'anniversaire, là, il y a quelques semaines de Cannes.
donc ça tient bon. Bon, pour 2024, pour l'instant, ils sont encore ensemble, mais de Minaur et Boulter, honnêtement, un parle de l'autre comme si c'était la personne de sa vie. De Minaur qui aurait pu aller en Australie, rester pour se préparer là-bas. Ben non, il était à Londres pour faire le UTS, pour passer Noël en famille là-bas. Et Boulter, la même chose. Elle parle de Minaur comme un gars qui est super généreux. Ils sont bien ensemble, ils ont hâte de se retrouver. Et je trouve que ce qui est le fun, c'est qu'ils respectent aussi la partie compétitive de leur tennis. Tu es dans ton tournoi, je suis dans mon tournoi. Ben, il Alors, n'y a rien de mieux qu'un joueur ou une joueuse de tennis pour comprendre exact. l'enjeu ou pas les sacrifices à faire, mais la routine, les horaires Ouais. particuliers d'être joueur ou joueuse de tennis. Alors, ben, pour moi, cette année, on verra en 2025. On aurait pu en mettre beaucoup d'autres. Là. Il y en a plein d'autres sur le circuit, Oui. mais bon, on va se garder une petite gêne. On va garder ça pour l'année prochaine. Alors, Coupe de l'année, de Minaur et Katie Boulter. Et voilà. Et il y a eu beaucoup d'actions dans le dernier mois, dans la saison morte du tennis en tournoi. Beaucoup de fiançailles. Donc, on a créé cette catégorie 40 Love. Oui, que j'adore d'ailleurs. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire ça, tout le monde. Hein? On dirait qu'ils se sont tous envoyés. La semaine de vacances sur le bord de l'eau, ça y est. Donc, Félix, Auger-Aliassime, qui est fiancé à sa copine ça fait un bon moment qu'ils sont ensemble. Ils en ont parlé dans l'entrevue. Ensuite, Casper Ruud aussi. Ben oui. Le Norvégien. Sur la plage. Voilà. Et le troisième. Popirine. C'est ça. Popirine. Qui avait parlé de sa blonde qui n'était pas là à Montréal, puis peut-être que c'était pour ça qu'il avait gagné. Donc, oui, c'est ça. Puis il se disait, oups, peut-être échappé. Exactement. Peut-être qu'il va avoir une tendance qui n'est pas très bonne. Mais en tout cas, on souhaite vraiment longévité à ces couples. Donc, le mariage, généralement, il doit se faire de la même façon dans une fenêtre qui n'est pas très grande. On va suivre ça. Mais parlant de mariage, il y a quand même quelqu'un qui s'est marié aussi. Mais oui. Hein? Madison Keys. Madison Keys, qui s'est mariée cette année avec son copain qui était aussi joueur de tennis, qui est maintenant son entraîneur, je pense, officiellement ou non officiel. Et il y avait beaucoup de joueuses de tennis présentes au mariage. On voit Jessica Pegula, également Laura Robson qui commente maintenant. Donc voilà, Taylor Thompson qui était là. Donc, un beau mariage pour Madison Keys. Exactement. En fin de saison, qui pourrait être encore dangereuse l'année prochaine. Oui, à suivre. Donc, écoutez, ça fait le tour des prix bris d'égalité. Pour une première fois, on espère en avoir encore plein de saisons à vous remettre ça. Mais là, on a quelqu'un qui nous attend, qui est très patient, hein, qui a été patient. Mais honnêtement, Marie-Ève, j'ai presque envie de dire que ça fait partie de la qualité de notre prochain invité. Alors, qui on a avec nous aujourd'hui, Marie-Ève? Eh oui, on est contente d'avoir Sylvain Bruno avec nous, ancien entraîneur de Coupe Billie Jean King pour le Canada pendant plusieurs années. Mon entraîneur pendant plusieurs années chez les juniors, maintenant consultant, analyste à RDS. Salut Sylvain. Salut Marie-Ève, salut Séverine. Salut Sylvain, content de te voir aujourd'hui dans ton horaire chargé. Oui, merci d'être avec nous et d'avoir été patient. De me joindre à vous. Oui, toujours. Bon, ben, pour commencer, comme tu l'as sûrement entendu, on a parlé un peu de la saison 2024. S'il y a quelqu'un qui a regardé beaucoup de matchs cette année, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la saison 2024? Y a-t-il des joueurs qui se sont démarqués, des changements que tu as vus sur le circuit? Ben, écoute, oui, je retiens plein de choses de l'année 2024. Je te dirais, pour moi, peut-être le fait saillant, c'est la victoire de Djokovic aux Olympiques pour une médaille qui était très attendue. Je pense qu'on a vu sa réaction après le match. Je te dirais que dans ma liste à moi, c'est l'élément numéro 1, sa victoire de Djokovic. Ensuite, on voit Sinner puis Alcaraz, je pense, qui se détachent du peloton. On a vu qu'ils se sont partagés les honneurs en Grand Chelem, 2 chaque. Et on a eu de très bons matchs aussi entre les deux, notamment récemment en fin d'année sur le tournoi de Shanghai, Beijing. Il y a eu des bons matchs. Et donc, très excité d'avoir Alcaraz, Sinner, parce qu'on a douté avec Federer qui s'est retiré, Nadal qui se retire cette année, Djokovic qui approche de la fin. On se disait, qui va prendre la relève. On a été habitué tellement d'avoir de grands champions. Puis je pense qu'il y en a 2 qui se pointent. Oui, complètement. Écoute, tu as raison. Hein, c'est vrai, c'est le match
sûrement de l'année. Djokovic-Alcaraz à Paris pour la médaille d'or, là, ça avait été incroyable comme match. Ah ouais, c'était. J'étais sur place, Sylvain, là, et honnêtement, j'ai jamais vu un match de tennis de cette qualité, de cette intensité comme il y avait à Paris avec Djokovic et Alcaraz. Donc, je partage aussi ton choix. Est-ce que tu remarques, moi, ma question pour toi, est-ce que tu remarques des changements dans la façon de jouer au tennis? C'est quoi les. Tu sais, à chaque année, le tennis évolue, on le sait. Qu'est-ce que tu remarques qui est un petit peu différent sur le circuit cette année? C'est quoi les plus gros changements que tu as vus? Ou la... Ben, si on regarde du côté d'Alcaraz puis de Sinner, il y a une tendance là, d'avoir une. Les joueurs se démarquent de plus en plus en coup droit. Tu prends ces deux joueurs-là, mais si tu regardes autour même, on peut mettre Félix dans cette catégorie, Tsitsipas, Aguirre. De plus en plus, les joueurs tentent d'être très présents. Vous mentionnez un peu plus tôt Fritz, qui a fait une montée fulgurante cette année, qui est monté jusqu'à 4e place, tout autant. Donc, le coup droit devient de plus en plus dominant. Puis je te dirais que sur le plan physique, le tennis, on le sait, est devenu aussi de plus en plus physique, explosif. Les joueurs deviennent des athlètes exceptionnels, extraordinaires. C'est incroyable. On voit comment Alcaraz est capable de bouger, ce qu'il est capable de produire comme tennis dans l'effort. Sinner aussi. Je pense que ça devient excitant de voir les matchs. Ils nous amènent un peu plus haut, un peu plus loin, les joueurs avec leur qualité athlétique. Et est-ce que tu dirais, Sylvain, que chez les filles, on regarde le niveau maintenant qui est très différent? Tu parles de l'aspect physique qui a pris énormément de place. Est-ce que tu dirais un peu la même chose, qu'on commence à tourner un peu alentour du coup droit, le service, là, on rajoute des kilomètres-heure de plus en plus qu'on n'avait pas dans le passé. Est-ce que ça aussi, ça fait peut-être une différence dans le circuit ou d'ailleurs où toi, tu étais présent pendant plusieurs années? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certaine différence que tu remarques? Mais effectivement, les filles aussi en gabarit, vous mentionnez Sabalenka un peu plus tôt, mais même Coco Gauff, les filles deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus fortes. Le tennis féminin évolue aussi tout autant. Et la place du service du côté du circuit féminin prend de plus en plus ouais, d'ampleur, c'est certain. Les filles se servent de mieux en mieux. Non seulement, oui, en kilomètres, en puissance, mais aussi on voit qu'ils sont capables de faire davantage avec leur service, ouvrir le terrain, plus de variété. On utilise même le service au corps beaucoup plus sur les circuits féminins. Donc, je dirais que du côté féminin, je suis content de voir que le tennis devient, à mon avis, un petit peu plus ouvert. Donc, on était pendant un moment où les filles jouaient à peu près tous de la même façon, on prenait Mm. la balle très tôt, des trajectoires assez directes. C'était assez, ouais, c'est assez uniforme. Et on commence à avoir un petit peu plus de styles de jeu différents, des filles qui font des choses de façon autre. Puis je pense que ça va rendre le tennis féminin plus attrayant. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, tu as raison, hein, c'est important de se diversifier un peu plus sur le circuit. Mais pendant longtemps, bon, tu as entraîné, mais tu identifiais aussi les joueuses qui pouvaient avoir du talent pour percer sur le circuit. Je t'ai intéressé de savoir, pour toi, qu'est-ce qui étaient les qualités les plus importantes que tu regardais quand tu identifiais des jeunes qui avaient des possibilités peut-être de devenir des professionnels par la suite? Mais je mettais toujours une qualité importante sur l'aspect mental, parce qu'on veut avoir des filles qui vont être capables de performer et la rigueur qui est nécessaire sur le circuit féminin, c'est très, très difficile. De jouer les matchs, de prendre l'accumulation des matchs, la pression et tout ce qui est aussi associé avec l'entraînement qui se répond à tous les jours. Donc, pour moi, l'aspect mental, c'est une qualité sur laquelle que je mettais beaucoup d'emphase pour être capable de dire, OK, cette fille-là, je pense qu'elle a le profil, qu'elle a les qualités pour faire du sport professionnel à ce niveau. Sur le plan plus tennis, ben, les qualités avec la main, donc les sensations avec la balle, la capacité de bien sentir la balle, d'avoir ouais, d'être capable de faire des choses différentes. Donc, c'est ce qui m'a vraiment plu, par exemple, avec Bianca, c'est que c'était une fille qui était capable de sortir un peu du moule, de bien Tellement. frapper une balle. Évidemment, à force de frapper des balles sur le plan technique, les répétitions, oui, le geste peut prendre place, mais c'est pas toutes les joueuses, tous les joueurs
qui ont cette sensation-là aussi de sentir la balle, d'être capable de faire différentes choses avec la balle, de s'adapter à des balles reçues, ce que je pense que Bianca avait très bien. Et je pense que c'est ce qui a fait d'elle pendant, toujours, mais qui a fait aussi d'elle une joueuse distincte, qui a fait des choses assez exceptionnelles sur le circuit. Et c'est bien de t'entendre parce que là, on entend la voix, on est sorti de la voix analyste à la voix de l'entraîneur. Et moi, une chose que j'ai toujours appréciée de Sylvain et d'avoir été avec lui aussi dans le cadre de Tennis Canada, c'est qu'il y a un parcours où il a vécu tout le parcours de l'entraîneur. Il a été dans les clubs, il a développé des jeunes, il a travaillé à jeune âge, il a monté, il est allé à du haut niveau. On le sait avec son histoire avec Tennis Canada, il a changé le tennis féminin au Canada. Mais pourquoi entraîneur de tennis, Sylvain? Écoute, c'est sûrement pas parce que j'étais un grand joueur, ça c'est certain, mais j'avais... Ah, tu étais régulier et rapide, Sylvain, je me rappelle. Ouais, régulier, rapide, ça s'arrête là. Sinon, jeune, j'ai un coup de foudre pour le tennis. J'ai pas commencé très, très jeune, mais il y a eu un club de tennis qui s'est installé à Repentigny. Alors, j'ai à peu près 14-15 ans. Et là, c'est devenu plus facile de jouer au tennis à l'année. Et juste de frapper la balle, je frappais beaucoup sur les murs d'école. J'adorais le tennis. Et c'est comme la plupart rêvent de devenir un champion de tennis, un joueur de tennis professionnel. Moi, rapidement, je savais que ce n'était pas accessible, mais je voulais vivre ma passion, qui était celle du tennis, puis de mon chemin, c'était celui d'entraîneur. J'aimais beaucoup aussi partager ma passion, éventuellement un peu ma vision, ma connaissance du tennis, mais surtout ma passion. Donc, ça s'est fait tout naturellement, une étape à la fois, parce que j'ai commencé vraiment dans les parcs à Repentigny avec le récréatif des tout jeunes joueurs, vraiment, on dit au bas de l'échelle. Et puis, les choses se sont enfilées et j'ai commencé à faire du tennis compétitif, toujours à Repentigny. Ensuite, c'est la fédération provinciale qui m'a recruté, Tennis Canada, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment un parcours, un pas à la fois. Moi, le mot que je retiens, Sylvain, c'est passion. Parce que oui, tu as partagé ta passion du tennis avec moi. Quand j'étais jeune, je me rappelle le nombre de matchs que tu pouvais enregistrer et re-regarder pour analyser les techniques, la tactique qu'on a regardé ensemble. Et après ça, les heures qu'on a passées sur le terrain ensemble, je me rappelle, c'est vraiment la passion. On travaillait fort sur le terrain. Mais ce que je racontais à Séverine, c'est que, aussi, ce que je retiens, c'est toutes les tournées qu'on a faites ensemble. Oui, on travaillait fort sur le terrain, puis c'était toujours avec des objectifs bien précis, mais tu gardais tout le temps pendant les tournées, une demi-journée ou une journée, pour faire une activité dans la ville qu'on était. Puis je disais qu'on avait vu beaucoup d'animaux, beaucoup de réserves. Je pense que je me rappelle, on a fait, je pense, du rafting au Costa Rica. On a fait Ocho Rios en Jamaïque, toujours des tournées Quand même. par équipe. En Amérique du Sud, je pense qu'à chaque pays, on avait fait une réserve pour voir des lions ou des Mais là, tigres. Sylvain, est-ce Oui. que Il y avait une passion, puis il y avait de la photo aussi. est-ce Tu dois que tu avoir des bookais milliers des de photos. tournées pour Marie-Ève et toi, où il y avait des zoos, des chutes? Est-ce que c'était comme ça que tu gérais une année? Mais non, mais je pense qu'on a dû faire une quarantaine de pays, là, en fait, parce qu'il y a eu l'Asie aussi dans les juniors. Mais il y avait tout le temps ce moment-là qui faisait en sorte que, bien, pas juste moi, là, mais tous les jeunes, tu sais, oui, c'était comme tu travailles fort, mais il y avait un côté le fun en dehors du terrain qui donnait envie de retourner sur d'autres tournées. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle, c'est certain. Je pense que je suis emmené au zoo de Melbourne 4 ou 5 fois. Oui, ça Mais, c'est. Le Toranga Zoo. mais j'ai une passion aussi pour la faune, donc je profitais du fait qu'on était dans d'autres pays pour aller voir ça, ouais, qu'est-ce qui se passe au Brésil ou quoi que ce soit dans les réserves fauniques. Mais je trouvais que c'était surtout important pour les jeunes qui travaillent fort. Notamment, Marie-Ève, par exemple, c'était une jeune joueuse, une jeune fille qui était extrêmement assidue à l'entraînement, qui se poussait tout le temps sur les entraînements, sur les matchs. Vraiment, de ce côté-là, c'était parfait. Donc, je trouvais que c'est important aussi à l'occasion d'être capable de faire une rupture, une brisure, se changer les idées. Donc, ouais, je pense que sur l'aspect mental, on parle beaucoup de santé mentale ces temps-ci.
Je pense que c'est important ici et là de déconnecter, justement Vraiment. parce elle était vraiment à fond dans son tennis, mais par moment de juste peser sur pause et s'ouvrir sur d'autres choses. Je pense que c'est important pour la santé mentale, mais ça peut être sur le plan culturel ou d'autres aussi, d'ouvrir ses horizons. C'est tellement, moi j'adore entendre Sylvain là-dessus parce que je trouve personnellement que c'est quelque chose qui est parti. On est tellement axé sur la performance que tout le monde a peur d'aller faire une petite visite, de sortir du site. Il faut qu'on ramène ça absolument. Même pour Puis l'esprit d'équipe, c'est mais important. oui, Là. tout à fait, tu as raison, l'esprit d'équipe, parce qu'on le dit, on s'en va souvent avec 3, 4, 5 jeunes en tournée. Mais là, Sylvain, tu parles de Marie-Ève la joueuse. Oh boy. Moi, hier, j'ai expérimenté quelque chose j'ai un trauma, on va l'appeler comme ça. Alors, on est allé jouer au tennis, Marie-Ève et moi, et en double. Et Une contre puis, l'autre. oui, ben oui, c'est sûr, une contre l'autre. Et à un moment donné, le service de mon partenaire, Vincent, Marie-Ève, tu joues avec Frédéric, part un petit peu bon, dans un arc où je me dis, impossible, c'est sûr que Marie-Ève va m'envoyer ça dans les checklists. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et parce que pourquoi? Marie-Ève est très compétitive, Sylvain, même à l'âge adulte. Fait que j'aimerais savoir si tu as des petits moments où justement tu pourrais dire que Marie-Ève était compétitive très jeune aussi. T'es compétitif très, très jeune. Ah, Mais je mentionnais que oui, ouais, non, c'est vraiment dans sa DNA, là, c'est comme ça. Mais lorsque je mentionnais plus tôt dans notre conversation que je portais une attention spéciale sur les qualités mentales. Dans le cas de Marie-Ève, c'est parce que moi, je travaillais beaucoup avec des garçons à Repentigny. À un moment donné, ça serait le fun que je commence un peu plus à travailler avec des filles. Je trouvais ça bien. Ça veut dire que Marie-Ève, c'est vraiment la première sur laquelle j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup C'était un de... honneur là, de pouvoir m'entraîner avec Sylvain. À ce temps-là, c'était la première fois qu'il entraînait une fille, c'est vrai. Là. C'était vraiment. wow! Encore très jeune. Je suis encore très jeune. Et puis, c'était une des raisons qui m'avait porté à dire, OK, je pense que je vais... C'était pas son talent au départ, c'était vraiment sa qualité compétitive. Puis je la sentais vraiment comme elle a été toute sa carrière, assidue à son truc, disciplinée. Mais oui, elle était extrêmement compétitive. Et puis, probablement que la pomme tombe pas loin de l'arbre parce que hier, Oh, par hasard, je jouais au pickleball avec ses parents. Première fois, c'est ma deuxième fois que je joue au pickleball de ma vie. Je jouais avec son père et avec Louise, sa mère. Et je faisais équipe avec Louise. Ah oui, OK. Contre, oui, contre Guy, la part de ma rêve et ma conjointe. Donc, tu as Et perdu j'ai contre Diane. Là. Ils étaient aussi extrêmement compétitifs. J'étais et étonné. voilà. Ah oui, non. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Mais oui, Marie a toujours eu de belles qualités mentales, très, très compétitives, entre autres. Ouais, personne ne veut jouer avec moi. À Bon, rien. Maintenant, non. bon, Ben, écoute, c'est j'ai pas- compris, moi, en tout cas, j'ai appris très rapidement que ben, je vais rester au fond maintenant. Je vais essayer d'éviter bon le choix. filet. Puis, mais merci Sylvain, tu es en train de finalement nous dire que Marie-Ève est comme C'est ça, ça. puis elle n'ira. J'ai hâte de voir. Sylvain, on joue au ping-pong, puis Marie-Ève, il faut absolument qu'elle me plante à chaque fois. Donc, peu importe le Non, mais sport, j'ai comme Sylvain, il l'impression a que c'est fini, là. inculqué une attitude de championne en moi. Là. Tu sais, tout ce que je fais, il faut Mais, que ça soit bien c'est fait. Je vais ça. pour OK, c'est gagner. dans les C'est ça. valeurs Bon. du coach. Ouais. Mais moi, là, je vais attendre une anecdote. Je suis sûre que tu en as 50 000 sur Marie-Ève en tournée. On Parce a-tu que, arrêté là, de parler de moi? oui, Là? Je moi, pensais pas que. moi, je pense qu'il faut enchaîner parce que tu m'as tellement raconté d'histoires que tu oublies ton linge dans des trucs à l'hôtel, des histoires d'avion. Toi, Sylvain, y a-tu un événement cocasse, là, lorsque tu étais en tournée avec Marie-Ève que tu pourrais partager avec nous? Même si Ben, Marie-Ève est gênée. Oh il y en boy. a quelques. Mais toute jeune, Marie-Ève était, comme je disais, je me répète, je sais, très concentrée sur son tennis. Elle avait un rêve, elle voulait devenir une grande joueuse de tennis, donc elle était vraiment dans son truc. Et rapidement, j'ai compris qu'il y avait d'autres joueurs sur les tournois Ah et euh, qui trouvaient Marie-Ève de leur goût. Tu sais. Et donc, là, on commençait Oh à trouver boy. des tout devant sa Moi, je porte prendrais un drink, d'hôtel. Marie-Ève. Oui, exactement. Oui, on va boire à ça, je pense.
Ah oui, non, non, là, la liste est longue, hein, de noms connus de joueurs qui, à 14, 15, 16 ans, faisaient la cour un peu à Marielle. Donc, Peux-tu moi, comme spécifier entraîneur... que j'ai pas dit oui à la plupart? Là? Non, 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 mais moi, j'aimerais qu'on s'arrête avec la liste est longue. non, On mais va arrêter des là-dessus. numéros 1 mondial, hein, des joueurs qui ont été numéro 1 mondial. Ah, Donc, bon. plus d'un. Donc, voilà. Ouais. Là, mes parents ils vont m'appeler avec plein de questions. Là, tu sais. Merci. Non, 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 mais t'étais super correct. Mais je Euh, voyais que... Ouais, c'est ça. Il fallait que tu C'est pas les... commences. Là, tu sortais de la gestion du zoo, là. Là, c'est un autre J'avais mon zoo, là. fan club. Moi, je me rappelle de mon fan club à Melbourne, dans les juniors, là, qui venait m'encourager à l'Open d'Australie. Là, en tout Ah, cas. quand même, quand Mais même. ça, c'était drôle. Eh bien. Moi, je vais revenir aux choses sérieuses parce que ça me rend mal à l'aise de parler de moi aussi longtemps. Mais parce que je connais tout ton parcours. Puis quand je t'ai vu dans le box avec Bianca qui remporte le US Open, moi, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ça devait être extraordinaire comme sentiment, comme parcours. Tu sais, elle avait connu une année quand même. Tu sais, c'est vraiment avec toi qu'elle a connu ses meilleurs moments Ouais. jusqu'à maintenant en carrière. D'ailleurs, j'espère qu'elle va être capable de revenir en forme cette année physiquement et mentalement. Mais en tant qu'entraîneur, de remporter un titre du Grand Chelem à New York avec Bianca, ça devait être extraordinaire. Puis tu devais même maintenant repasser tout le travail pour se rendre là puis d'arriver. Tu sais, ça prend. Comment dire, que tout se mette en place au bon moment pour arriver à remporter un titre du Grand Chelem. Il y en a plein d'excellentes joueuses ou excellents joueurs qui n'ont jamais remporté du titre du Puis c'est un rêve, hein? Les gens pensent que les entraîneurs, on n'a pas de rêve. C'est comme une médaille, un grand chelem, ça appartient aux joueurs, mais c'est un rêve aussi. Mais ouais, j'ai hâte de C'est sûr. voir et de t'entendre, Sylvain, là-dessus. Ben, je te dirais que pour un entraîneur, tout comme pour un joueur, c'est le rêve ultime, hein? C'est de remporter, je pense, un tournoi du Grand Chelem. Euh, donc, les moments, ben, c'est des moments, ça va vite. Ben, il y a une euphorie, c'est certain. Et puis, essayer ouais, prendre tout ça, cette énergie-là, là, je me replonge il y a 5 ans. Euh, c'était finalement d'atteindre quelque chose que j'aurais jamais pensé quand j'étais tout jeune. Puis je me suis lancé dans cette carrière d'entraîneur-là qui était quelque chose qui était possible pour moi. Mais dans l'année 2019, par contre, j'ai commencé à vraiment réaliser que de très belles choses étaient possibles avec Bianca. Ça s'est passé plus vite que je croyais, ça c'est certain. Mais j'ai été conquis par son tennis, par son ambition, par ses qualités. Et je savais que c'était une joueuse qui pouvait faire de grandes choses sur le circuit. Je pense que c'est toujours le cas. Je pense que, comme tu mentionnais, espérons qu'elle va revenir en forme mentalement et physiquement sur 2025. Mais comme entraîneur, d'être capable d'assister une joueuse, d'atteindre son rêve, d'atteindre le sien, de faire ça en équipe, dans une très belle ambiance qu'on avait avec une équipe formidable. Comme entraîneur, ben, c'est l'aboutissement. Hein. C'est le rêve qui se confirme. Oui. Puis est-ce que ça a vraiment changé, sa carrière, après avoir gagné New York dans l'entourage? Tout ça, est-ce que ça change une vie? Tu sais, comme on dit, tu gagnes à la loterie, ça change ta Ouais. vie. Mais est-ce que gagner un tournoi du Grand Chelem, est-ce que ça change ta vie comme joueuse de Ça tennis? ouais, définitivement, c'est une possibilité. Euh, J'avais eu une préparation, je dois dire, parce qu'en 2014, j'étais très près d'Eugénie. Je n'étais pas son entraîneur principal. C'est Et vrai. lorsqu'elle a eu une phénoménale, j'étais sur tous les grands chelems avec elle. J'étais dans son cercle fermé. C'est Nick Saviano qui était son entraîneur. Et j'étais vraiment impliqué. Ben oui. Puis pour moi, c'était très formateur de faire cette première année-là en grand chelem ou avec de grands résultats tout près d'une joueuse dans un cercle très fermé avec les décisions, la pression, tout ce qui s'y ajoute. Donc, et je sais un petit peu qu'est-ce qui arrive après. Lorsque Eugénie n'avait pas remporté un grand chelem, elle avait fait demi-finale Finale. 2 fois, finale à Wimbledon. Donc, je sais qu'est-ce qui peut se passer, la pression qui est exercée par la joueuse de façon directe ou indirecte par la WTA, par les commanditaires, par la pression elle-même qu'elle va se mettre sur les épaules ou l'entourage. Donc, j'ai vraiment tenté, parce que je savais ce qui était pour arriver, j'ai vraiment tenté du mieux que j'ai pu de prévenir le coup avec Bianca. On a eu plusieurs
conversations à cet effet, j'ai eu des conversations avec ses parents. Mais c'est un tsunami qui arrive, hein, avec toutes sortes d'offres, de possibilités. Et puis la réaction, souvent, c'est comme, est-ce que je dois tourner le dos à cette option, à ci, à ça, à Mm. ça? Je pense que je vais l'avoir pendant 10 ans ou j'en profite pendant que ça passe. Donc, ça devient, et à un moment donné, euh, Pas évident. le mot de l'entraîneur est là, mais devient d'autres personnes, les agents et d'autres, quoique bien comme un excellent agent, vont aussi avoir leur mot à dire. Ouais. Mais là, on a les beaux moments, puis un des beaux moments pour moi, et d'ailleurs, on était à la télé, c'est lorsque le Canada a gagné la Coupe Billie Jean King et tu étais là, c'était ton dernier événement. Là, je pensais à toi parce que je me suis dit, wow, quel timing avec tout le parcours. Est-ce que tu dirais que ça, c'est un événement aussi qui t'a marqué dans ta carrière? Et la sous-question, c'est qu'on parle des beaux événements. Mais je suis certaine que dans toute la carrière, Sylvain, il y a quelques moments que tu as vécu comme entraîneur qui étaient vraiment les pires moments de ta carrière aussi. Ouais, la Coupe Billie Jean King, j'adorais la Coupe Billie Jean King. J'ai été très chanceux. Ça remonte à 2004. Rennie Simpson m'avait demandé de l'épauler comme entraîneur, pas comme capitaine. Je fais plusieurs années à ses côtés. Et ensuite, j'ai eu le rôle de capitaine. J'adorais cette ambiance-là. J'adorais d'être sur le terrain avec les joueurs. C'était une grosse portion sur laquelle, dans ma carrière, j'ai vraiment apprécié. Euh, et oui, de remporter finalement, c'est le cas. Hein. C'était mon dernier tournoi pour Tennis Canada, de remporter la Coupe BJ King. Je n'étais pas capitaine, mais j'aidais beaucoup la capitaine sur place. J'avais passé beaucoup de temps avec Marina Stakuzic et avec Eugénie à l'entraînement avant qu'on aille à Séville. Donc, c'était très satisfaisant. C'était une très belle façon de boucler la boucle. Mais c'est certain que comme entraîneur, c'est vrai, pour prendre la balle au bon dans ce que tu disais, que tout comme dans une carrière de joueur, c'est rien d'égal. Il y a des hauts et des bas, Oui. pas juste dans le sport, hein, c'est un peu partout comme ça. Donc, c'est d'apprendre à gérer ces moments-là. J'ai essayé le plus possible, moi, dans ma recette, de dire fais attention dans les hauts moments pour ne pas trop être euphorique, puis d'être trop excité, de rester les pieds sur terre. Et à l'inverse, dans les moments plus difficiles, parce que oui, il y en a, d'essayer aussi de ne pas toujours prendre ça comme si c'est la fin du monde, comme si tu jouais ta vie sur un tournoi ou sur certaines choses. Donc, d'essayer le plus possible d'être un peu plus euh, égal dans les hauts et les bas. C'est un petit peu ma philosophie que j'essayais un peu dans ma carrière d'imprégner à mes athlètes, mais aussi pour moi comme entraîneur, parce que si les athlètes vivent de grands et des moments difficiles aussi, l'athlète, oui, mais l'entraîneur qui accompagne son athlète, puis qui vit les matchs, puis qui vit les choses avec son athlète, j'ai envie de dire presque tout autant. Oui, OK. Oui, j'avoue, hein, parce que c'est vrai que en tant que joueur, en tant que coach aussi, c'est beaucoup des hauts et des bas, le circuit professionnel. Tu as raison, puis c'est important de rester bien équilibré. J'aurais une question qu'on s'est déjà fait poser, Séverine et moi, Sylvain, pour toi. Quand les parents doivent faire un choix ou une décision sur un entraîneur, c'est quoi les qualités que tu penses qui sont importantes à regarder ou comment choisir un bon entraîneur pour son enfant? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ouais, ben écoute, c'est sûr que souvent les gens vont aller avec les compétences ou l'expérience de l'entraîneur, ce qui est pas, ouais, qui a une valeur. Moi, je dirais plus, est-ce que c'est au départ, est-ce que c'est un entraîneur qui va être capable de justement donner envie, plaisir, passion à l'enfant de pratiquer ce sport-là, le tennis ou un autre sport. Donc, si on parle du tennis, oui, qui vont donner envie, c'est super important que les jeunes puissent se rendre à leur entraînement, avoir le goût, que ça soit fait dans un contexte où on apprend, mais où on se développe aussi dans le plaisir. Donc, de capable de faire un bon mariage avec l'effort et l'assiduité, la discipline, mais aussi que ça soit tout ça, que ça soit fait de façon, je ne veux pas dire ludique, mais où on prend plaisir. Donc, pour un parent, je pense que c'est d'être capable de trouver l'entraîneur qui va porter ce plan-là à l'enfant, surtout au départ.
parce que trop souvent, on prend les choses rapidement au sérieux. Puis, moi, je pense que c'est très important pour que les enfants continuent la pratique sportive, c'est d'y prendre plaisir. Puis, c'est important d'avoir un entraîneur qui est un bon modèle aussi dans ses valeurs en général. Pas juste ses connaissances tennistiques, ses compétences tennistiques, mais juste dans l'ensemble, qui peut être un bon modèle pour ton enfant. Excellent conseil. Oui, des bons conseils. Écoute, Sylvain, avant que tu nous quittes, on sait que tu passes maintenant énormément d'heures à être analyste, puis c'est un plaisir de t'écouter. En tout cas, tu es à RDS. L'Open d'Australie s'en vient. Est-ce que d'après toi, là, c'est qui les joueurs qui vont se démarquer autant du côté masculin que féminin pour l'Australian Open de 2025? Je ne vois pas vraiment de grands changements. Je te dirais que chez les hommes, c'est sûr que Alcaraz et Sinner arrivent, selon moi, comme les deux grands favoris. Ceci dit, Djokovic n'a pas accroché sa raquette. C'est certain qu'il veut faire encore un autre coup d'éclat. Okay? Ah ouais. C'est sûr que c'était ce qu'il souhaitait vraiment en fin de carrière, mais je pense qu'il y a de la place pour lui pour un dernier, peut-être, grand chelem. Peut-être que lui, il dit encore peut-être plus qu'un, on verra. Intéressant qu'on a appris récemment qu'il va être associé à Andy Murray. On sait que Djokovic a travaillé avec Becker, il a travaillé avec Anisovic. Donc, il va chercher des joueurs qui ont gagné des grands chelems, qui ont vécu un petit peu ce qu'il doit vivre lui aussi. Je pense que lui et Andy Murray, ça pourrait être une très belle association. Donc, je suis vraiment excité de voir l'Open d'Australie, un tournoi qui a souri à Djokovic, je ne sais pas quoi, tellement de fois, 11 fois. Et donc, de voir comment il va être capable de se débrouiller dans ce tournoi. Mais c'est sûr que Yannick, Sinner, je dirais, puis Djokovic. C'est le trio à surveiller, selon moi, du côté masculin. Il y a plein de joueurs, jeunes prétendants, des Rooney, des Kasparov, des ainsi de suite, mais ils n'ont pas réussi encore à vraiment faire un impact pour déloger les trois joueurs devant. Chez les dames, c'est assez ouvert. Oui, je suis d'accord. Mais je te dirais que je donnerais peut-être un petit edge, là, comme ça, avec la fin d'année, avec les changements qui se sont opérés à Coco Gauff. Oui, hein? Est-ce que Coco Gauff va être capable d'aller chercher, là, enchaîner les gros résultats l'année prochaine, plus de constance, régler les problèmes avec son service, puisqu'elle a terminé en force avec le championnat de fin de saison, c'est vrai? Oui, je suis d'accord. Puis moi aussi, c'est la fin de saison qui me fait. Moi, vous savez, vous l'avez entendu, là, Sabalenka, je l'adore. Mais je suis d'accord avec Sylvain. Comment elle a fini la saison? Et boy, si ça continue comme ça, peut-être la surprise, effectivement, là, de l'Open d'Australie. Oui, Rybakina n'a pas oublié aussi qu'il va être avec Ivanisevic. Oui, pardon. Ça va être cool à surveiller. Donc, une belle saison en vue. Hey, Sylvain, merci énormément d'avoir été avec nous pour l'entrevue. Oui, merci Sylvain. Merci. Ça a été un bonheur de te voir, de jaser un petit peu avec toi. Et merci aussi de m'informer que prochainement, si je suis sur les terrains avec Marie-Ève, de ne pas me retrouver au filet trop souvent. Reviens nous voir bientôt l'année prochaine, Sylvain. Toujours un plaisir. OK. Ciao. Ciao, Sylvain. Merci. Bye. OK. Au revoir. Bon, Séverine, donc oui, tu as eu la confirmation. Je suis compétitive depuis un jeune âge. Oui. Je n'avais pas de doute. Hein? Je voulais juste qu'on me le confirme quand même. Mais c'est correct. Mais c'est super intéressant de voir tout le parcours de Sylvain, puis justement d'avoir eu cette expérience-là. Moi, quand je l'entendais parler avec Eugénie, qui avait super bien performé, Roland Garros, Wimbledon, après, quelques années après, avec Bianca, mais on voit que même si les entraîneurs avaient l'expérience, d'arriver à ce stade-là, c'est pas facile, puis c'est pas les seules joueuses de Eugénie puis Bianca, mais d'enchaîner dans les années après, d'avoir autant de succès. Non, je suis d'accord avec toi. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est de l'appréciation comme entraîneur, d'être passé dans tous les niveaux, d'apprécier les niveaux. Et je suis contente encore, je le répète souvent, mais quand j'entends ça, surtout de quelqu'un comme Sylvain Bruneau, qui a été sur le circuit au niveau professionnel autant de temps, de dire qu'une de ses qualités, c'est d'avoir du plaisir, de s'assurer que les jeunes ont un équilibre hors terrain aussi. Et ça, je le dis, je le répète, ça se perd. Il faut ramener ça absolument si on veut que nos jeunes restent dans le tennis sur le long terme. Oui, complètement d'accord avec toi là-dessus, Séverine. Donc, arrive maintenant le temps du segment 360. On va aller écouter la vidéo de Nathalie Veillette au Carrefour Multisport.
Bonjour Marie-Ève, bonjour Séverine, Nathalie en direct de la boutique du Carrefour Multisport à Laval. Aujourd'hui, je vais vous faire des suggestions de cadeaux de Noël, des suggestions express. Je vais vous présenter le plus de choses possible. Vous devez savoir que la boutique du Carrefour Multisport se spécialise dans le tennis. Évidemment, on vend des vêtements de tennis, que ce soit pour hommes, pour femmes, des souliers, des raquettes, des sacs, etc. Mais on ne se limite pas seulement aux vêtements de tennis. Vous devez savoir qu'on a aussi beaucoup de vêtements de mode, des accessoires mode. Alors, c'est parti, on vous présente ça. J'espère que vous êtes prêts, clignez pas des yeux parce que ça va aller vite. C'est parti. Les petits sacs à main Miss Caprice, que ce soit en argent, en or ou en taupe, on a plusieurs autres couleurs. Venez nous voir. On continue. Maintenant, celui-là, la même chose, mais cette fois-ci en nylon. On a même les mitaines qui vont avec ça. C'est super bel ensemble. On continue. Tuque. Super belle tuque. Foulard. Le foulard qui va avec la tuque. Ou bien le foulard dans le vert et noir. Super le fun. On continue. Boxeur pour hommes. Super populaire. Il y en a 3 dedans. Boxeur Under Armour. Super beau sac. Voyage. Toujours Miss Caprice. Cette fois-ci, sac à dos Ed. Fantastique. Je l'aime beaucoup. Petit, mais loge beaucoup. La même chose. Sac à dos Wilson, toujours de tennis. On continue cette fois-là avec l'immense sac Ed que vous pouvez toujours porter sac à dos aussi. On continue. Ainsi que le sac de tennis Wilson. Comme vous pouvez voir, la boutique du Carrefour Multisport, c'est bien plus encore que ce que je vous ai présenté tantôt. On a vraiment beaucoup de choix. Que ce soit des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes, des accessoires. Il faut vraiment passer à la boutique et venir nous voir. On va essayer de vous guider le mieux possible pour vos cadeaux de Noël. On vous attend. Et en plus, on emballe sur place. À bientôt! On est de retour avec le segment Bet365. Ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. Le code promotionnel LPB 365. Donc maintenant, Séverine, ça devient un segment super intéressant, je trouve, parce qu'on est en fin de saison. On est capable d'aller voir, de savoir en fait les bourses obtenues pour les athlètes cette année en 2024. Oui, et là, on va vous sortir des tableaux qui sont vraiment intéressants. Le premier tableau qu'on aimerait vous sortir, c'est vous montrer le top 10 des athlètes féminines, mais en termes de bourses. Bourses hors terrain et des bourses aussi par rapport à leur sport. Et là, ce qu'il faut remarquer, Marie-Ève, quand même impressionnant, là, on a 6 du top 10 qui est des joueuses de tennis. Oui, les joueuses de tennis, franchement, et on regarde les bourses au total, là, au premier rang, c'est Coco Gauff avec 30,4 millions, 9,4 obtenus sur le terrain, mais 21 millions obtenus en commandite. C'est énorme. Exact. Mais comment tu expliques ça? C'est seulement la deuxième joueuse là, à dépasser les 30 millions. La seule autre, ça avait été... Non, en fait, je pense qu'il y a Osaka et Serena Williams qui ont déjà atteint 30 millions. Je pense que les joueuses de tennis, oui, les bourses sont très bonnes maintenant sur le circuit, mais c'est surtout qu'ils sont capables d'aller attirer des commandites en dehors du terrain qui sont vraiment là, qui apportent des gains importants. Oui, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a vraiment un écart. Puis bon, on le sait, on en parle beaucoup des bourses au niveau des hommes, au niveau des femmes. Les circuits, c'est très différent. Il y a certains tournois, il y a une équité au niveau des bourses, d'autres non. Mais de voir quand même 21 millions, on parlait de l'athlète de l'année, Caitlin Clark, qui est 10e. Exact. Mais en tout cas, on voit que le tennis est quand même, quand on nous dit que le tennis féminin n'est pas populaire, bien, on le voit là, de plus en plus que les joueuses de tennis sont bien représentées à ce niveau-là, en tout cas. Oui, parce que si on va voir le top 10 des athlètes masculins les mieux payés, là, tous sports confondus, il n'y a aucun joueur de tennis dans le top 10. Non, aucun joueur de tennis dans le top 10. Et je dirais qu'il y a beaucoup de joueurs de foot, de soccer qui sont là. Joueurs comme Stephen Curry, 9e de basketball. Et là, on dirait qu'on est comme à l'inverse. Les joueurs de basket ont énormément d'argent par leur contrat d'athlètes et peut-être moins au niveau des commanditaires hors terrain, mais ça démontre quand même qu'il y a encore un écart, hein, Marie-Ève, au niveau d'être un athlète professionnel masculin ou féminin. Le salaire, si on l'appelle comme ça, le salaire de un et de l'autre est vraiment différent.
Exact. Donc, beaucoup quand même, mais beaucoup d'argent là, est possible d'aller chercher pour les hommes plus que chez les femmes, mais moins dans le tennis. Dans le fond, c'est un peu ça par rapport aux hommes, parce que si on regarde sur le circuit masculin ATP, les bourses des 10 joueurs les mieux payés, on se rappelle que Coco Gauff, elle, est à plus de 30 millions cette année au total en bourse. Ben, pour les joueurs, je pense qu'il y a seulement Alcaraz qui est aussi bien payé. Oui, tout à fait. Puis parlant de ça, mais maintenant, si on met tous les athlètes de tennis ensemble, masculin et féminin, voici le top 10 de ces athlètes. On voit la partie, encore une fois, qui est l'argent fait sur le terrain et l'argent qui est fait à l'extérieur du terrain. Et ben, qui on a Alcaraz. au bout? Alcaraz. Et on regarde Alcaraz, Djokovic, Coco Gauff. Quand même, Coco Gauff, troisième, hein, qui est devant encore des joueurs, mais on voit l'argent qui est mis à l'extérieur du terrain dans le cas de Coco Gauff est quand même énorme. Oui, c'est pour ça que, comme Sylvain Bourdon le mentionnait, là, le rôle des agents est extrêmement important quand tu arrives au très haut niveau, parce qu'il y a une énorme gestion pour tous les partenaires commandites des joueurs et joueuses de tennis. Oui, grosse gestion. Puis même pour les joueurs eux-mêmes, c'est pas facile des fois, hein. Les réseaux sociaux, c'est du temps. On doit passer du temps à se montrer de plus en plus. Donc, ça fait partie vraiment de la réalité des athlètes, pas juste au tennis, mais un peu partout. Alors, c'était ce qu'on voulait vous présenter dans les statistiques pour le segment Bet365. Et on voulait vous montrer un peu la valeur monétaire du sport et aussi à quel point il y avait quand même un impact très positif au niveau du tennis féminin. Alors, ben, Marie-Ève, c'est la fin. Ben oui. Moi, je vais reprendre mon verre. Je vais OK. faire un petit cheers à toi. Merci de ta patience. Merci à toi. Merci d'avoir embarqué dans ce projet de fou. Merci à toi. Merci à toute l'équipe de la Poche Bleue aussi qui nous supporte. Merci à nos commanditaires qui sont toujours présents et qui continuent de supporter le podcast, le Scotia Gestion de patrimoine. Grâce à eux, on a été capable d'être là cette année. Merci Simon, merci tout le monde qui est impliqué aussi derrière la caméra. Et puis, ben, on se souhaite quand même une bonne saison 2025. Oui, bien avant ça, joyeux temps des fêtes Oui. à tout le monde. Puis on a bien hâte de vous retrouver pour l'année prochaine avec quelques commentaires, hein, avant sûrement l'Australian Open. Oui, exactement. On va sûrement vous ramener quelque chose en 2025 concernant l'Open d'Australie. Mais encore une fois, allez nous suivre, allez nous écouter. Poser des questions, Marie-Ève. Les gens pensent, d'ailleurs, Pascal, hein, ton homme, Ouais. pense qu'il rigole à chaque fois que je dis qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit. Mais non, les gens nous écrivent. Posez des questions. On vous a donné notre top. Dites-nous, moi, je suis intéressée. Les pires habits, Oui. vos kits préférés, qui sont vos joueurs préférés, l'année prochaine qui va se démarquer. Allez-y. Des thématiques. Puis bon, vous avez vu qu'il y a une tendance où on a un petit drink à chaque moment de l'émission. Vous avez des drinks que vous voulez qu'on essaye. Envoyez vos recommandations. Des invités que vous aimeriez aussi. entendre aussi. Et aussi, alors, ben, cheers! Cheers! Santé! Et puis, merci pour cette belle année 2024. Suivez-nous et puis, on a bien hâte de vous retrouver en 2025. Prochaine émission sera en janvier. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.